C'est lui, le fantôme. En me mariant, j'ai mis les pieds dans ce qu'on ne peut appeler autrement qu'une dynastie militaire. Mon ex-femme, Jessica, était la fille du général Marcus Fletcher. Le type était un officier décoré qui traitait la moindre discussion comme un briefing de mission et chaque réunion de famille comme un entretien d'évaluation que je ratais systématiquement. Le bonhomme avait plus de médailles qu'un athlète olympique, une poignée de main à vous broyer les os et un ego qui aurait pu avoir son propre bulletin météo. Laissez-moi vous parler de Marcus Fletcher. Il ne se contentait pas de servir dans l'armée, dans sa tête, il était l'armée. Tout tournait autour du grade, de la discipline et de cette obsession pour la vraie masculinité, comme il disait. Il se levait à 4h30 tous les matins par pur principe, même après 10 ans de retraite. Il repassait ses chaussettes. Il saluait son café. Je l'ai surpris une fois en train d'engueuler son grille-pain parce qu'il avait eu un temps d'hésitation, alors qu'on venait de le remercier pour ses bons et loyaux services. Il se lançait dans de grands discours sur l'art de la guerre, comme s'il avait personnellement remporté chaque conflit depuis la nuit des temps. Sa maison était un véritable sanctuaire à sa propre gloire. Les murs étaient couverts de photos de lui serrant la pince à des présidents, des sénateurs, des huiles de l'armée, la totale. Il avait une salle des trophées, je suis sérieux, une pièce entière, juste pour ses médailles, ses prix et des citations de motivation qui disaient toutes, en substance, « Tu ne m'arriveras jamais à la cheville ». Il y avait ce portrait géant de lui en grand uniforme qui aurait eu sa place au Pentagone. Son paillasson affiché « Bienvenue au poste de commandement Fletcher ». Le type avait même un drapeau personnalisé dans son jardin. Humilité zéro. Et moi ? Je bosse dans le cyber-renseignement pour une boîte de défense. J'écris du code, je traque les menaces numériques, je redirige des opérations militaires quand ça tourne mal, et j'analyse des données pour garder les soldats en vie dans des zones hostiles. C'est du top secret. Le genre de boulot où tu signes des papiers qui disent que tu finiras en tôle si tu en souffles un mot à qui que ce soit. Mon job, c'est d'empêcher des frappes satellites, de suivre l'activité cyber ennemie en temps réel et de m'assurer que les missions ne se terminent pas par un carnage. Mais pour le général Fletcher, je n'étais que le petit informaticien qui avait réussi, on ne sait comment, à embobiner sa fille pour qu'elle l'épouse. Il m'appelait son « guerrier du clavier » lors des dîners de famille, avec un petit sourire en coin, comme s'il venait de sortir la blague du siècle. Voici comment Jessica et moi nous sommes rencontrés. C'est assez ridicule quand j'y repense. C'était lors d'un gala de charité, il y a 5 ans. Un de ces trucs où les riches parient sur des rendez-vous avec des volontaires pour se donner bonne conscience. Le père de Jessica l'avait mise au défi de faire un truc dingue, de sortir de sa zone de confort. Elle a misé sur moi. 5 000 $. C'est ce que je valais. Ce soir-là, elle s'est approchée après l'enchère, une coupe de champagne à la main, tout en talons aiguilles et en répartie cinglante, dans une robe rouge à couper le souffle. Elle m'a dit « Tu as intérêt à en valoir la peine. Pour 5 000 $, j'aurais pu passer 2 semaines à Bali. » Je lui ai répondu « Tout dépend si on sert du sarcasme à Bali. » Elle a ri, ce rire bref et sec qui signifiait « Tu me plais déjà, mais je ne l'admettrai pas. » Et voilà, j'étais mordu. Ses premiers rendez-vous étaient incroyables. Elle était brillante, une avocate capable de faire présenter des excuses à un mur. Drôle, d'une manière qui vous obligeait à rester sur le qui-vive. On restait éveillé jusqu'à 3 heures du matin à discuter de tout. Elle m'a confié qu'elle n'avait jamais fréquenté quelqu'un que son père n'avait pas choisi, que j'étais sa rébellion. Je trouvais ça romantique. Il s'avère que la rébellion ressemble beaucoup à un besoin maladif de contrôle quand elle porte un parfum de luxe. Je suis tombé amoureux, fort et vite. On s'est mariés au bout de 2 ans et la première année a été géniale. On était le couple Instagram que tout le monde enviait. Tenue assortie, vacances de rêve qu'on ne pouvait pas se payer, sourire de façade pour l'objectif. Mais ce que personne ne voyait en ligne, c'est qu'on traitait le bonheur comme une compétition. Elle voulait être la femme parfaite, sur le papier en tout cas. Moi, je voulais prouver à son père qu'il avait tort à mon sujet. Quelque part en chemin, on a cessé d'être des partenaires pour devenir des adversaires, luttant pour le contrôle d'une seule et même relation. Mais le vrai cancer de notre mariage, c'était Marcus.
Dès le premier jour, cet homme s'est donné pour mission personnelle de me rappeler que je n'étais pas à la hauteur de sa fille. Notre première poignée de main lors d'un barbecue familial, je l'ai senti tester ma poigne, jugeant si je serrais assez fort. À notre mariage, son toast incluait cette phrase. « J'espère que tu es prêt pour le défi d'être marié à une Fletcher. » Parce que cette famille n'accepte pas la faiblesse. Pas de félicitations, pas de bienvenue dans la famille, juste un avertissement. J'entrais sur son territoire et il allait m'avoir à l'œil. Les dîners du dimanche chez eux étaient une guerre psychologique déguisée en rôti de bœuf et ses petits légumes. Imaginez le tableau. Une immense salle à manger, une table de 12 couverts. Hélène, sa femme, préparait des plats de folie sur lesquels elle passait la journée. Et Marcus présidait en bout de table, tel un roi s'adressant à ses sujets chaque semaine. Toujours la même routine de torture. Il commençait par des insultes décontractées, camouflées en conversation. « Alors, Daniel, toujours en train de jouer sur tes ordinateurs toute la journée ?» tout en découpant le rôti comme s'il faisait une démonstration de combat au couteau. Ou alors, ça doit être sympa d'avoir un boulot où la pire urgence, c'est une connexion Internet qui rame. Jessica me lançait des regards désolés, mais elle ne prenait jamais ma défense, pas une seule fois. Sa mère, elle, se contentait de se resservir du vin en fixant la fenêtre, comme si elle planifiait une évasion. Lors d'un dîner, j'ai commis l'erreur d'expliquer ce que je faisais vraiment. Comment mon code traque les activités cybernétiques ennemies à travers les réseaux. Comment j'ai déjoué des attaques qui auraient pu coûter la vie à des civils. Comment j'ai dû improviser pour sauver des missions quand tout partait en vrille. Je pensais que s'il comprenait les enjeux réels, il pigerait. Il a écouté, a hoché la tête d'un air pensif, puis a lâché « Donc, en gros, tu restes assis dans une pièce climatisée pendant que des gars plus courageux que toi saignent dans le désert. » J'ai ri pour ne pas lui balancer mon assiette à la figure. Quelque chose comme ça, mon général. Mais si j'arrêtais de bosser pendant 5 minutes, certains de ces gars courageux ne rentreraient pas chez eux pour raconter leur histoire. Il n'a même pas scié. Ça reste plus facile que le vrai combat, a-t-il dit. C'était comme discuter avec un mur de briques qui aurait passé un doctorat en conneries. Pour ce type, les sentiments étaient un truc de perdant, et la vulnérabilité, un truc de civil. Son monde ne tournait qu'autour des cicatrices visibles et de la force physique. Si on ne pouvait pas régler un problème au développé couché ou avec un flingue, c'est qu'on ne réglait rien du tout. Un autre dîner ? J'avais apporté le dessert d'une pâtisserie chic du centre-ville pour essayer de contribuer un peu au repas. Marcus a regardé la boîte comme si je lui avais ramené un animal écrasé sur la route. « Tu ne l'as pas fait toi-même » a-t-il demandé, la voix chargée de désapprobation. « Non, monsieur », j'ai répondu. « Ça vient d'une pâtisserie en ville. Ils sont réputés pour leur cheesecake. » Il a carrément froncé les sourcils. Un homme qui ne sait même pas cuisiner n'est pas un vrai soutien pour sa famille. J'ai fait remarquer. Je peux dérouter des satellites militaires depuis mon ordinateur portable et stopper des frappes de drones avec du code, alors je pense que je m'en sortirai même si je ne sais pas séparer les blancs des jaunes. Jessica a ri, d'un rire nerveux, pour essayer de détendre l'atmosphère. Lui n'a pas ri du tout. Son air renfrogné s'est accentué. « Tu plaisantes trop », a-t-il dit. « Ça prouve que tu n'es pas quelqu'un de sérieux. » J'ai répliqué. « L'humour vaut mieux que les larmes, ce qui est ma seule autre option lors de ces dîners. » Ce soir-là, Jessica m'a dit que j'étais difficile et que j'aggravais les choses. Je lui ai répondu que j'essayais juste de rester sain d'esprit et de garder ma dignité. Il a même essayé de créer un lien avec moi une fois, si on peut appeler ça comme ça. Il m'a invité à un week-end entre hommes dans un stand de tir en Virginie. Je me suis dit, tiens, c'est peut-être un progrès. Peut-être que le général voulait enterrer la hache de guerre. Spoiler, c'est dans mon dos qu'il voulait l'enterrer. On arrive là-bas et il me tend un fusil. « Voyons si tu sais viser autre chose qu'un clavier », lance-t-il. Un vrai comique, ce type. J'ai mis dans le mille à chaque tir, au fait. Mes impacts étaient tellement groupés qu'ils ne formaient qu'un seul trou. Il a regardé ma cible, la mâchoire un peu crispée, et a lâché « la chance du débutant ». J'ai souri. C'est ce que Jessica a dit à propos de notre mariage. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait vraiment rire. Au lieu de ça,
Il a rechargé son arme et a marmonné « L'excès de confiance, c'est ce qui tue les hommes. » Je lui ai répondu « J'imagine que je mourrai avec le sourire alors. » Ça ne lui a pas plu. Mais le pire, ce n'était pas Marcus. C'était de voir Jessica commencer peu à peu à me percevoir comme son père le faisait. Au début, elle était vraiment fière de mon boulot. Elle disait à ses amis que je faisais des trucs secrets et importants pour le gouvernement. Elle se vantait de mon habilitation de sécurité. Elle trouvait ça cool que je ne puisse pas parler de mon travail. Mais après avoir subi assez de dîners à écouter les insultes de son père, à baigner dans sa désapprobation, elle a fini par me voir à travers ses yeux à lui. Je n'oublierai jamais ce moment à la fête de Noël de son cabinet d'avocat. On est dans ce rooftop chic, du vin cher partout, tout le monde essaie de se montrer plus brillant que le voisin. Un associé principal, portant un costume qui coûtait plus cher que ma voiture, a demandé à Jessica ce que je faisais dans la vie. Avant même que je puisse ouvrir la bouche, elle a ri et a dit « Oh, c'est mon informaticien, il s'occupe de faire marcher le Wi-Fi. » Toute la table a ricané. Elle venait de transformer toute ma carrière, des années de travail secret, des vies sauvées, en une blague pour marquer des points. Dans la voiture, après, j'ai dit « Ton informaticien ? Sérieusement ?» Elle a levé les yeux au ciel, comme si je faisais mon mélodrame. « Bébé, c'était juste une blague. Tout le monde plaisante sur son conjoint. » Je lui ai répondu « Non, une blague, c'est censé être drôle. » Là, c'était une humiliation publique. Elle a dit que j'étais trop sensible, que tout ne tournait pas autour du besoin de reconnaissance. J'ai serré le volant et j'ai dit « Si, quand on est marié à quelqu'un dont le père vous traite de guerrier de clavier de pacotille à chaque dîner. » Le silence qui a suivi était pesant, chargé de ressentiment. C'est là que j'ai compris un truc important. Jessica ne voulait pas d'un mari. Elle voulait un miroir pour refléter ses propres succès sans lui faire d'ombre. Elle voulait quelqu'un qui la mette en valeur sans être aussi impressionnant qu'elle. Les choses se sont dégradées rapidement après ça. J'ai été promu chef des opérations cyber, ce qui était énorme. On parle d'une grosse augmentation, de diriger une équipe d'analystes, de briefing de sécurité top secret. Je suis rentré à la maison avec du champagne, prêt à fêter cette victoire majeure pour ma carrière. Elle a souri, m'a serré dans ses bras et a dit « C'est génial, chérie, je suis fier de toi. » Puis, sans perdre un instant, elle s'est mise à parler de son dossier et d'un juge qui l'avait sous-estimé au tribunal ce jour-là. Pas une seule question sur ma promotion, ce qu'elle signifiait, ce que j'allais faire. Rien. J'ai fini par boire ce champagne tout seul dans la cuisine à minuit, pendant qu'elle tapait sur son ordi dans l'autre pièce. Quand j'ai commencé à attirer l'attention, des articles dans des revues de défense, des invitations à des conférences sur la cybersécurité, des interviews sur les nouvelles menaces, elle est devenue plus froide. Pas jalouse, exactement, juste compétitive. Comme si mon succès faisait de l'ombre au sien, comme s'il n'y avait de la place que pour une seule personne impressionnante dans notre mariage. Après une grosse conférence à DC, où j'avais fait le discours d'ouverture sur la détection algorithmique des menaces, elle m'a dit « Tu as été vraiment bon là-haut, presque trop bon. Maintenant, tout le monde s'attend à ce que tu sois brillant tout le temps. » J'ai répondu. « Je vais essayer de gérer ça d'une manière ou d'une autre. » Elle a esquissé un petit sourire. « N'oublie pas qui t'a aidé à choisir cette cravate. » Même ses compliments donnaient l'impression qu'elle comptait les points. À la 3e année, la maison ressemblait moins à un foyer qu'à un musée. Son côté à elle était parfait, minimaliste, aux couleurs coordonnées, digne d'un magazine. Le mien était encombré, habité, plein de câbles, de tasses de café et de signes de vie réels. On se parlait, mais la connexion n'y était plus. On partageait un espace, pas des sentiments. La femme qui, autrefois, faisait battre mon cœur, me donnait maintenant des palpitations pour toutes les mauvaises raisons. Je savais que quelque chose clochait. Environ 6 mois avant le gala, elle a commencé à travailler tard, rentrant toujours après minuit. Elle se jetait sur son ordinateur, me regardant à peine. Quand elle parlait, elle était distante, comme si je n'étais qu'un personnage de second plan dans sa vie, pas son mari. Je ne suis pas idiot. Je travaille dans le renseignement.
Reconnaître des schémas récurrents, c'est littéralement mon métier. Les appels secrets où elle quittait la pièce, sa façon de sourire à son écran quand elle pensait que je ne regardais pas, le besoin soudain de se doucher et de se changer avant de filer au bureau à 21h, habillée comme pour un rendez-vous galant. La nouvelle lingerie que je n'avais jamais vue. Je l'ai confrontée un soir, alors qu'elle rentrait à 1h du matin en prétendant travailler sur un dossier. Elle a tout nié, s'est mise sur la défensive, a dit que j'étais paranoïaque et possessif. Puis, elle a dit qu'elle avait besoin d'espace pour savoir ce qu'elle voulait. C'est le code pour « j'ai déjà décroché, mais je n'ai pas encore officialisé la rupture ». La semaine suivante, elle s'est installée dans la maison d'amis de son père pour y voir plus clair. Je savais ce que ça voulait dire. Marcus me dénigrait depuis des années, lui répétant qu'elle avait fait un mariage en dessous de sa condition, qu'elle méritait mieux qu'un guerrier du clavier. Maintenant, elle l'écoutait enfin. Environ 3 semaines plus tard, j'ai reçu l'invitation pour le gala de départ à la retraite du général Marcus Fletcher. Jessica m'a appelé elle-même, ce qui était bizarre, puisqu'on s'était à peine parlé. Elle a dit que ça ferait mauvais genre si je n'y allais pas, que les gens poseraient des questions, qu'on devait sauver les apparences en attendant de décider de la suite. Une partie de moi voulait l'envoyer balader, lui dire que j'en avais fini de jouer la comédie pour sa famille. Mais une autre partie, celle qui avait supporté 3 ans de snobisme familial, voulait s'y présenter la tête haute et prouver que leur rejet ne m'avait pas brisé. L'événement avait lieu dans une immense salle d'anciens combattants, le genre d'endroit qui sentait l'encaustique, le parfum bon marché et des décennies de patriotisme imprégnées dans les murs. Des drapeaux américains partout, une fanfare de cuivre s'escrimant sur des marches militaires et assez d'officiers décorés pour envahir un petit pays. Le général Fletcher était dans son élément, faisant le tour de la salle comme un politicien en campagne, tout le monde cherchant à obtenir un moment avec lui. J'ai pris une limonade insipide au bar et j'ai trouvé une place au fond. Pas pour me cacher, juste pour éviter les ennuis. La soirée a commencé par le dîner. Un poulet caoutchouteux qui avait connu des jours meilleurs et des œufs mimosa qui semblaient avoir eux-mêmes fait la guerre. Puis sont venus les discours, des tonnes. Tout le monde voulait faire l'éloge de Marcus Fletcher. Enfin, Marcus est monté sur scène sous des applaudissements nourris et s'est lancé dans un grand discours sur le service, le sacrifice et ce que signifie être un vrai leader. La foule buvait ses paroles. Il avait cette prestance qui rendait même ses silences importants, comme s'il laissait la sagesse infuser. Il a remercié tout le monde d'être venu, a fait des blagues d'initiés que seuls les militaires comprenaient et a globalement célébré l'ensemble de sa carrière. J'étais assis là, sirotant mon verre, consultant ma montre, calculant combien de temps il me restait avant de pouvoir partir sans faire d'esclandre. Puis son ton a changé. Il a commencé à parler de l'avenir de la famille, de l'héritage, de ce à quoi ressemble le vrai leadership pour la génération suivante. Mon estomac s'est noué. Je savais ce qui arrivait, comme un tir de barrage. Il a dit qu'il était fier d'accueillir quelqu'un qui incarnait réellement les valeurs militaires et tout ce que la famille Fletcher représentait. Puis, il a fait monter ce Navy SEAL, un certain lieutenant Ryan Cross. Le gars avait l'air d'avoir été conçu en laboratoire pour être le gendre idéal de Marcus Fletcher. Grand, la mâchoire carrée, le torse couvert de médailles. Le genre de posture martiale qui transpirait la discipline. Tout ce que Marcus valorisait chez un être humain réuni en un seul homme. La foule s'est déchaînée quand Ryan est monté sur scène, le portrait craché du héros. C'est là que Marcus a lâché sa bombe. Cet officier représente tout ce que cette famille défend. Il connaît le sens du sacrifice, de l'honneur et du devoir. Et j'ai l'honneur d'annoncer ses fiançailles avec ma fille, Jessica. La salle a explosé sous les applaudissements et les sifflements. Jessica est apparue dans une robe rouge éblouissante qui coûtait probablement plus cher que mon loyer, et ils se sont tenus la main sous les flashs des appareils photo, tandis que tout le monde jubilait comme devant un film. Moi, je restais là, pétrifié, serrant mon verre si fort que j'ai cru qu'il allait se briser. Je savais que le mariage était fini, je le savais depuis des mois. Mais l'apprendre de cette façon, devant 200 personnes, être utilisé comme l'échec dont elle s'était débarrassée, c'était une forme de torture particulièrement raffinée. Mais Marcus n'en avait pas terminé.
Il a planté son regard dans le mien, s'assurant que je le voyais, et a déclaré « Contrairement à certains qui ont déçu cette famille et n'ont jamais compris ce que signifie servir son pays, Ryan, lui, comprend le sacrifice. C'est un guerrier, un protecteur, un homme, un vrai. Enfin quelqu'un dont cette famille peut être fière. » Les rires polis et les murmures qui ont suivi étaient d'une certaine manière pires que s'ils m'avaient hurlé des insultes au visage. Les gens se retournaient sur leur siège pour me dévisager. Certains me regardaient avec pitié, d'autres avec curiosité. Certains étaient juste divertis par ce mélodrame en direct. J'étais la chute de la blague à la fête de départ à la retraite de Marcus Fletcher. Le premier jet décevant relégué au fond de la salle pendant que tout le monde célébrait la version améliorée. Le raté en costume, exécuté publiquement par sous-entendu. Pendant que tout le monde applaudissait, j'ai posé mon verre avec précaution. J'ai pris une grande inspiration et j'ai décidé que c'en était assez. J'avais encaissé suffisamment d'humiliation pour 10 vies. J'ai commencé à me lever, comptant partir avec le moindre lambeau de dignité qu'il me restait. J'écrivais déjà mentalement le SMS incendiaire que je n'enverrai jamais. Mais c'est là qu'un truc complètement dingue est arrivé. Un truc que j'ai encore du mal à croire. Ryan Cross, ce Navy SEAL si sûr de lui qui savourait les applaudissements et l'admiration, a croisé mon regard depuis l'estrade. Son sourire s'est évaporé, comme si on avait actionné un interrupteur. Il est devenu livide, comme s'il avait vu un fantôme. Il a pâli, puis a viré au rouge, avant de redevenir blême. Toute son assurance militaire s'est envolée. Il avait l'air sous le choc, comme s'il me reconnaissait, et peut-être même qu'il avait peur. Il s'est penché vers Marcus et lui a murmuré quelque chose d'urgent à l'oreille. Marcus a froncé les sourcils, l'air excédé de voir son grand moment interrompu. Ryan a murmuré à nouveau, plus insistant cette fois, en saisissant le bras de Marcus. D'autres officiers sur scène ont commencé à remarquer que quelque chose clochait. Jessica avait l'air confuse. La foule a senti le changement d'atmosphère. Cette ambiance de célébration triomphale se transformait en une confusion tendue qu'on aurait pu couper au couteau. Ryan s'est emparé du micro, et de là où j'étais, je voyais sa main trembler. Sa voix a carrément déraillé quand il a pris la parole, n'ayant plus rien du ton martial et assuré qu'il avait 1 minute plus tôt. « Monsieur, avant de poursuivre, il y a quelque chose que tout le monde ici doit savoir. » Marcus a tenté de les conduire d'un geste de la main, mais Ryan s'est approché du micro, essayant visiblement de reprendre contenance. « Cet homme, au fond, Daniel Morrison, c'est grâce à lui si je suis en vie. C'est grâce à lui si je me tiens devant vous aujourd'hui. » Le silence est devenu total, comme si quelqu'un avait mis la réalité sur sourdine. On aurait pu entendre une mouche voler à l'autre bout de la salle. Chaque personne présente s'est retournée pour me fixer, comme si je venais d'annoncer que je débarquais de Mars. Je restais parfaitement immobile, le cœur cognant si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Je n'avais absolument aucune idée d'où il voulait en venir, mais je savais qu'un truc énorme allait se produire. Marcus a ri, mais d'un rire forcé, nerveux, comme s'il essayait de reprendre le contrôle de la situation. « Mon garçon, je pense que tu confonds. C'est mon ex-gendre. Il travaille dans un bureau à brasser de la paperasse. Il n'est pas du genre à sauver des vies. » Ryan a secoué la tête fermement, presque désespérément. « Non, monsieur, avec tout le respect que je vous dois, vous ne comprenez pas du tout. Cet homme, là-bas, a sauvé toute mon unité. Il y a 3 ans, au Moyen-Orient, nous sommes tombés dans une embuscade, piégés sans aucune issue. Notre convoi a été durement touché, les communications étaient totalement brouillées, le GPS était hors service. Le commandement nous considérait déjà comme des pertes sèches. Nous étions cloués au sol, sous le feu ennemi, sans aucun plan d'extraction. Les murmures ont commencé à se propager dans la foule comme une traînée de poudre. L'expression assurée de Marcus a commencé à se fissurer, comme de la glace qui rompt. Jessica avait l'air complètement perdue, comme si quelqu'un avait changé le scénario d'une pièce qu'elle n'avait jamais répétée. La voix de Ryan s'affermit au fur et à mesure qu'il continuait. Puis cette voix est intervenue sur notre fréquence d'urgence. Calme, professionnel, comme s'il commandait un café. Au lieu de coordonner un sauvetage dans une zone de combat active, il nous a annoncé qu'il recalculait notre extraction en temps réel.
Il nous a donné des coordonnées sur un terrain qui ne figurait sur aucune de nos cartes officielles, nous a fait traverser des territoires où nous n'avions aucune visibilité, nous a guidés pour contourner des positions ennemies dont nous ignorions même l'existence. Nous avons suivi cette voie dans le noir pendant 6 heures d'affilée. Nous nous en sommes tous sortis, les 7, pas une seule victime. La salle bourdonnait désormais de chuchotements bien plus sonores. Des conversations urgentes éclataient partout. Je voyais des vétérans dans la foule hocher la tête, certains me fixant avec une lueur de reconnaissance nouvelle sur le visage. Marcus restait là, l'air de quelqu'un dont le cerveau tente de traiter une information incompatible avec sa vision du monde. Quand nous sommes rentrés à la base, reprit Ryan en me regardant droit dans les yeux cette fois, nous avons essayé de découvrir qui nous avait aidés. Tout était classé secret défense, bien au-dessus de notre niveau d'accréditation. Il ne voulait nous donner ni son nom, ni son grade, ni son affectation, rien. Mais l'histoire s'est propagée malgré tout, via nos réseaux. On a commencé à l'appeler le fantôme. L'analyste qui surgit quand tout le monde a abandonné, qui réussit des sauvetages impossibles et s'évanouit sans jamais réclamer de crédit. Certains pensaient que c'était juste un mythe, une légende qu'on se racontait pour se rassurer sur notre propre chance. Il me pointa du doigt, la main tremblante. Mais je n'ai jamais oublié cette voix, ce calme olympien, alors que tout s'effondrait autour de nous. Cette façon qu'il avait de nous guider à travers ce cauchemar, comme s'il voyait tout le champ de bataille d'en haut. Et c'est lui, juste là. C'est lui, le fantôme. Je le reconnaîtrai entre mille. Un vétéran plus âgé au premier rang se leva lentement. Je le reconnus. C'était l'un des amis de longue date de Marcus. « J'ai entendu parler de cette mission au Moyen-Orient, » dit-il. « Mon fils était dans cette unité. Le fantôme les a sauvés, alors que leur propre commandement les considérait déjà comme perdus. » Un autre vétéran se leva, puis un autre, et encore un autre. Bientôt, la moitié de la salle était debout dans un hommage silencieux et puissant, une reconnaissance qui dépassait les mots. Marcus Fletcher restait figé sur l'estrade, sa fête de départ à la retraite totalement ruinée. Il me dévisageait comme s'il ne m'avait jamais vu, même après 3 ans de mariage. Cet homme, qui m'avait traité comme un moins que rien à chaque dîner, découvrait que son gendre, raté, était en réalité une légende pour les soldats qu'il vénérait. Le silence s'étira. Je sentais tous les regards peser sur moi. Certains filmaient avec leur téléphone. Finalement, je me levai, boutonnai lentement ma veste et me dirigeai vers la sortie. La foule s'écarta comme la mer Rouge, tout le monde m'observant. En passant devant l'estrade, je m'arrêtai et levai les yeux vers Marcus, ce général qui m'avait traité de mou, de faible, d'homme indigne de sa fille. « Vous aviez raison sur un point, général, » dis-je, assez fort pour que tout le monde entende. Certaines personnes ne comprennent pas ce que signifie le vrai service, et ce n'est généralement pas qui vous croyez. Le vrai service n'a pas besoin d'applaudissements, de médailles ou de quelqu'un pour vous dire que vous êtes grand. Il a juste besoin d'être utile. Je n'attendis pas sa réponse. Je marchai droit vers le parking, montai dans ma voiture et restai assis là, dans le noir. Tout me retomba dessus d'un coup. Mon téléphone devint fou, des SMS de Jessica, des appels de numéros inconnus, des messages vocaux qui s'accumulaient. J'ignorais tout et me contentais de respirer. Je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des années, comme si je venais enfin de lâcher un poids que je portais depuis toujours. Les semaines suivantes furent délirantes. L'histoire se répandit dans l'armée comme une traînée de poudre. Il s'avère que quand vous sauvez une équipe de SEAL, ils s'en souviennent. Et ils parlent. Je reçus des messages me remerciant pour des missions passées. Je me souvenais à peine de certaines fois où mes algorithmes avaient sauvé la mise. D'anciens collègues reprirent contact, mon patron m'appela, feignant de s'inquiéter pour la sécurité, mais il était surtout impressionné que j'aie gardé ma couverture aussi longtemps. Un journaliste essaya de m'interviewer sur le fantôme. Je refusai tout. Jessica tenta de s'excuser par tous les moyens. De longs SMS, des messages vocaux en pleurs, des emails interminables. Elle répétait qu'elle ne savait pas, que si elle avait su ce que je faisais vraiment, elle aurait agi différemment, elle m'aurait défendu, elle m'aurait mieux aimé. Mais c'était bien là tout le problème.
Elle avait besoin que mon travail soit impressionnant et validé par le monde de son père avant de pouvoir me respecter. Le fait que je sois un homme bien, que je l'aime, que j'essaie de faire fonctionner notre couple chaque jour, rien de tout cela n'était suffisant. Elle avait besoin que les autres lui disent que je méritais son respect et son amour. Ryan finit par m'appeler environ 2 semaines après la fête. Il s'excusa pour le chaos. Il me dit qu'une fois qu'il avait su qui j'étais vraiment, il ne pouvait plus épouser Jessica. Ça lui semblait faux, comme s'il volait quelque chose qui ne lui appartenait pas, comme s'il vivait un mensonge. Je lui ai dit que c'était réglo de sa part de le reconnaître, mais que c'était fini entre Jessica et moi. Peu importe ce qu'il ferait. Au fond, c'est un type bien. On se prend un café de temps en temps quand il est en ville, on échange des anecdotes sur des missions dont on n'a pas vraiment le droit de parler. 2 personnes qui savent ce que signifie servir dans l'ombre. Environ 1 mois après que tout a explosé, j'ai reçu un appel d'Hélène, la femme de Marcus. Elle avait toujours été effacée lors des dîners, la médiatrice qui souriait malgré le tempérament autoritaire de son mari. Elle avait perfectionné l'art de disparaître tout en étant présente. Sa voix était douce mais pressante. « Daniel, il ne va pas bien du tout, dit-elle. Il ne dort plus, il mange à peine. Tu devrais passer si tu peux. » J'ai failli dire non. Qu'est-ce que je leur devais après tout ça? Mais la curiosité est tenace. Elle vous ramène vers des endroits que vous aviez juré de réduire en cendres et de raser jusqu'aux fondations. Quand je me suis garé devant chez les Fletcher, rien n'avait changé de l'extérieur. La pelouse impeccable, l'allée sans une tache, ce mât de drapeau démesurément haut. Mais l'atmosphère de la maison était différente. L'air était pesant, comme s'il était fatigué d'avoir dû sauver les apparences pendant des années. Hélène m'accueillit à la porte. Elle paraissait plus frêle que dans mes souvenirs, comme si la pression de la perfection l'avait finalement brisée. « Il est dans son bureau », dit-elle doucement en m'invitant à entrer. Il n'a pas quitté son fauteuil depuis lundi. Il ne parle à personne, sauf pour dire qu'il va bien, ce qui est faux. J'ai remonté le couloir, passant devant des photos de Marcus serrant la main de gens importants, tous ces symboles d'un homme qui avait bâti sa vie sur l'idée d'être intouchable et respecté. La porte du bureau était entr'ouverte. À l'intérieur, Marcus était assis derrière son immense bureau, fixant un mug de café froid. Il paraissait vieux, pas seulement à cause de l'âge, mais brisé, comme s'il avait assisté à la mise à mort publique de sa propre fierté. Il ne leva pas les yeux quand j'entrai pour m'asseoir. « Je ne pensais pas que tu viendrais vraiment », dit-il d'une voix qui restait autoritaire, mais plus sourde, usée. « Moi non plus », répondis-je. Il hocha la tête sans toujours me regarder. « Elle t'a dit que je ne dormais plus ?» Il parlait d'Hélène. « Elle a dit que vous n'alliez pas bien. » Il eut un petit rire, mais c'était le genre de rire qu'on entend chez les types que leurs fantômes empêchent de dormir. On est resté assis là, en silence. Ce n'était pas gênant, juste pesant, comme si l'air était fatigué de lutter. Finalement, il dit d'une voix très basse, « Tu m'as humilié devant tous ceux que j'ai jamais commandés ou respectés. » « J'ai dit la vérité, répliquai-je. Je vous ai repris avec tact. Il y a une différence ? » Il leva les yeux, et son regard, autrefois si perçant, jugeant tout, était simplement éteint, vide. La vérité et l'humiliation ne sont pas si différentes quand on m'a passé sa vie entière à bâtir des mensonges. Pour une fois, je n'eus pas de répartie cinglante. Il s'adossa à son fauteuil en poussant un soupir qui semblait venir du plus profond de lui-même. « Tu sais ce qui a été le pire ? Ce n'est pas que tu m'aies démasqué, que tu m'aies fait passer pour un imbécile. C'est l'après, le silence. Ces hommes que j'avais commandés, ces soldats avec qui j'avais servi, ils se sont tous levés pour toi. J'ai regardé leur visage et je n'y ai vu que de la déception. Pas envers toi, envers moi. Tout ce que je pensais avoir acquis en 40 ans s'est envolé. » Il se massa les tempes comme s'il avait une migraine atroce. J'ai passé toute ma vie d'adulte à essayer d'être invincible, à collectionner les médailles, à gravir les échelons, à me bâtir une réputation. Tout était une question de contrôle.
Et puis tu débarques avec rien d'autre qu'un clavier et tu détruis 40 ans d'une image soigneusement construite en 15 minutes. Ce n'était pas mon intention, dis-je sincèrement. Il sourit avec une pointe de tristesse. Non, mais c'était peut-être nécessaire. J'avais peut-être besoin de tomber. C'était la première fois que je l'entendais admettre une chose pareille. Pendant une seconde, je n'ai plus vu le général. Juste un homme fatigué, qui venait de comprendre qu'il s'était trompé de guerre toute sa vie. Il n'était pas question d'ennemis extérieurs, c'était son propre besoin de contrôle, son besoin de reconnaissance. Nous avons discuté pendant plus d'1 heure après cela. Il m'a parlé des retombées, des vétérans qui appelaient pour demander pourquoi il avait traité le fantôme de cette façon, des anciens collègues qui remettaient en question son jugement. Il s'était retiré de tous les comités et conseils d'administration dont il faisait partie. Il murmura. Hélène a dit qu'il était temps. Elle a raison, comme d'habitude. Quand je me suis enfin levé pour partir, il m'a regardé, les yeux clairs pour la première fois. Je ne l'ai jamais dit, et j'aurais dû le faire il y a des années. Je suis fier de toi, Daniel. De ce que tu as accompli, de ce que tu es. Un seul mot. Fier. Pour Marcus Fletcher, c'était l'équivalent d'une médaille d'honneur. J'ai hoché la tête, sentant un poids se libérer dans ma poitrine. Merci de me dire ça. Il eut un sourire faible. Ne me remercie pas. Tu l'as amplement mérité, de la manière la plus difficile qui soit. Hélène m'accompagna jusqu'à ma voiture. Tu as fait pour lui ce que personne d'autre n'aurait pu faire, dit-elle doucement. Tu l'as enfin obligé à écouter quelqu'un d'autre que lui-même. Je lui répondis, je ne voulais pas le briser. Elle secoua la tête. Tu ne l'as pas brisé, tu l'as libéré. Il y a une différence. J'ai déménagé dans une nouvelle ville après ça. J'ai eu une promotion dans une autre boîte. J'ai pris un nouveau départ. Je vois quelqu'un, Sarah. C'est une prof de lycée, et elle a été au courant pour mon travail dès le premier jour. Elle trouve ça incroyable sans avoir besoin que quelqu'un d'autre le lui confirme. Ça me suffit. La vie est calme maintenant, paisible d'une manière que je ne pensais pas possible. Je n'ai plus besoin de l'approbation de personne, et c'est le sentiment le plus libérateur que j'ai jamais connu. Je ne traîne plus de colère ni de rancœur, c'est trop lourd. Et j'en ai fini avec ce qui pèse. J'ai croisé Marcus une dernière fois, il y a environ 3 mois, dans un café en centre-ville. Il était avec Hélène, il paraissait plus vieux, plus assagi. Nos regards se sont croisés à travers la salle, on a échangé un signe de tête, une sorte d'entente tacite, et c'est tout. Pas de drame, pas d'esclandre, juste 2 personnes qui avaient survécu à une guerre qu'elles n'avaient plus besoin de mener. Alors voilà, c'est ça l'histoire. C'est comme ça que l'ego de mon beau-père a volé en éclats à sa propre fête de départ à la retraite, comment mon mariage a pris fin de la manière la plus publique qu'on puisse imaginer, et comment je suis parti, la tête haute. Pas parce que j'avais planifié une vengeance brillante, mais parce que, quand on vit avec intégrité, la vérité se défend d'elle-même quand c'est nécessaire. Le fantôme s'est éclipsé vers le soleil couchant, et ça lui va très bien que personne ne l'ait remarqué.